tous et bienvenue dans 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Sans plus attendre, nous accueillons aujourd'hui Olivier Thibonnet, formateur, auditeur et entomologue chez EasyPest. Bonjour Olivier. Bonjour Adrien. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Alors pour ce numéro, le débat du mois, il va concerner la thématique des nouveaux envahisseurs. On va en parler ensemble. 3D-vous, c'est votre podcast sur le milieu du pest control et ça commence maintenant. Alors Olivier, donc je rappelle que tu es entomologue de formation, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour ce numéro. On va parler des nouveaux envahisseurs. Alors concrètement, ce sont toutes ces nouvelles espèces qui présentent des nuisances aussi bien sur les hommes que sur la nature ou les animaux. C'est l'occasion d'avoir ton œil et ton avis d'expert sur ce sujet. Alors oui, je vais essayer d'apporter mes compétences et mes lumières sur ce sujet, ce vaste sujet d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu es là. Donc première question, est-ce qu'il y a vraiment de plus en plus d'espèces qui sont découvertes ou alors elles sont présentes depuis bien plus longtemps sans qu'on vraiment s'en aperçoive? Alors je dirais les deux, mon capitaine. Donc globalement, si on parle des insectes, donc on a identifié à peu près à ce jour, en 2024, en début d'année, à peu près 1 200 000 espèces, mais on découvre chaque année de nombreuses espèces d'insectes, de nouvelles espèces qu'on n'avait jamais identifiées. Voilà, je vais donner un exemple. En France, on arrive encore à découvrir quelques espèces qu'on n'avait jamais identifiées. Donc sur le plan mondial, c'est plusieurs centaines d'espèces d'insectes. On pense qu'il y en a 2 ou 3 fois plus. Il y aurait à ce jour peut-être entre 2 et 3 millions d'espèces d'insectes. On aurait donc identifié le tiers. Okay. Donc qu'on ait des nouvelles espèces qui apparaissent, qui sont là depuis de nombreuses années, mais non identifiées, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. Alors la nouvelle problématique, c'est des espèces qui sont endémiques d'une certaine région et qu'on va importer, notamment en France. Alors je vais prendre le cas du frelon asiatique, c'est un bel exemple. C'est un frelon qui plutôt a été endémique de l'Asie, Chine, une partie de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Et puis on a une reine qui a été importée avec de la poterie dans le Lot-et-Garonne. Alors de mémoire en 2002 ou 2004, et puis cette reine qui avait été fécondée, elle a réémergé au printemps suivant, elle a passé l'hiver dans la poterie, et puis elle a donné naissance à une colonie, et maintenant vous connaissez la problématique du frelon asiatique, ce frelon a quasiment envahi la totalité de la France, y compris le Benelux, une partie de la Hollande, la Belgique, le sud de l'Espagne, l'Italie. Voilà, donc ça c'est la problématique, parce que c'est simple en fait, quand on introduit une nouvelle espèce sur un nouveau continent, et qu'on n'a pas ces prédateurs pour le gérer ou le réguler, c'est tout de suite très compliqué. Problématique. Je vais donner un autre exemple qui est très frappant. On estime à plusieurs millions le nombre de lapins en Australie. En fait, toute cette population est issue d'un seul couple de lapins qu'on a importé au début du siècle dernier avec les premiers colons irlandais. Voilà. Mais on n'a pas d'espèces en capacité sur l'Australie de réguler les lapins. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. On a aussi la coccinelle asiatique qui a été utilisée longtemps comme un pesticide. Aujourd'hui, elle est envahissante. Autre exemple, en août dernier, on a un groupe de touristes qui a été attaqué en Guyane par des abeilles tueuses, qui sont le fruit d'une création hybride entre une espèce africaine et des souches européennes. Est-ce que du coup, on peut imputer aux hommes la responsabilité de toutes ces nouvelles espèces? Alors, oui et non. Alors oui, parce qu'au travers de la mondialisation et des échanges commerciaux, on a effectivement des transferts passifs de nouvelles espèces. Alors ce sont souvent des insectes, mais pas que. Et ça, c'est très dur à gérer. Alors j'ai plus le nombre en tête de containers qui nous arrivent en Europe, c'est plusieurs millions par an. Pareil, l'aviation nous apporte effectivement des insectes entre guillemets envahisseurs. Donc c'est un bel exemple. Donc la coccinelle asiatique, on l'a importée en France pour gérer les problèmes de pucerons. Aujourd'hui, elle est devenue envahissante. Mais elle est devenue elle est une espèce un peu plus agressive par rapport à nos coccinelles autochtones, et puis elle a pris le dessus, et c'est tout de suite très compliqué pour gérer des grosses populations. Dans ce cas, pour gérer, est-ce qu'il faut des mesures aux échelles continentales pour freiner les diffusions, comme c'est le cas dans l'Union européenne avec la fourmi électrique, qui est dangereuse pour la biodiversité? Alors c'est compliqué parce que une fois qu'une espèce a été introduite par erreur ou volontairement par l'homme, on prend le cas de la coccinelle asiatique, c'est tout de suite très difficile parce que ces espèces sont d'abord pas détectées ou faiblement détectées, donc elles progressent, et puis quand on s'en aperçoit, il est déjà un petit peu trop tard, elles se sont étendues sur un territoire relativement large, elles se sont bien acclimatées à nos climats, peu de prédateurs, et donc à partir de là, ça peut devenir très très compliqué. Donc tu parlais de la fourmi électrique, on a aussi la fourmi de feu, on a plein d'exemples d'espèces qui sont, une fois qu'elles sont... Non, en fait elles sont envahissantes parce qu'elles trouvent des conditions très favorables sur un nouveau territoire.
Alors, peu de prédateurs, des conditions climatiques plutôt Encourageante pour le voilà, alors avec le réchauffement climatique, ça peut aider, mais en France, on est plutôt dans le climat tempéré, donc on est un pays où il y a beaucoup d'espèces qui se sont acclimatées. Hein, on va prendre un autre exemple que tout le monde connaît, le ragondin, qui est une espèce qu'on a importée pour sa fourrure en France. Hein, on a mis des élevages. Et puis, bah, il y a eu quelques couples qui se sont échappés, et maintenant, on estime la population en France entre 6 et 8 millions. Et donc, elle a été déclarée espèce hors de contrôle. C'est une espèce qui a été déclarée hors de contrôle. On ne peut plus la gérer. Pour la simple raison, c'est que le ragondin en Amérique du Sud, il a plusieurs prédateurs qui le gèrent très bien, qui le régulent. C'est l'anaconda, donc des serpents de forte taille, on n'a pas ça, on n'a pas l'équivalent en France. Vous avez le jaguar, le puma, donc des gros carnivores. Nous, le loup pourrait le prédater, mais il n'a pas suffisamment. Donc il a quasiment pas de prédateurs, donc à partir de là, bah, il progresse. Les conditions sont favorables, il s'est bien acclimaté. Mais est-ce que c'est là où du coup il faudrait des mesures Alors il y a deux techniques, soit il y a plus de contrôle aux frontières, mais compte tenu de l'espace Schengen où il y a une libre circulation des biens et des hommes, ça va être compliqué. C'est plus facile à faire sur une île. Voilà, l'Angleterre par exemple, on va prendre le cas d'Australie, qui arrive à gérer parce que là c'est plus facile, vous avez que sur une île, les points d'entrée c'est les ports, donc c'est un peu plus facile sur l'échelle d'un continent. Puis on n'oublie pas que la France est quand même un pays qui est quasiment mieux de l'Europe, et on est voilà, entre le nord et le sud, on passe par la France. Donc ça génère quand même un trafic énorme de denrées, de containers, etc. Donc ça c'est compliqué. Après, il y a le deuxième aspect, quand on peut réguler, après on peut avoir une politique agressive sur certaines espèces pour les réguler. Donc je peux penser notamment, on fait quand même des battues pour réguler par exemple le sanglier en France qui est souvent des fois envahissant. Donc là, c'est une politique au niveau national qui peut être mise en place, favoriser effectivement la prédation, le tir sanitaire. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, hein, au niveau réglementaire. Mais c'est compliqué. Il y a maintenant aussi, on va dire, un public qui, on parle de biodiversité, de préservation, de souffrance animale, tout ça, il faut l'intégrer, donc c'est pas si facile que ça. Il faut Voilà. prendre en compte toutes ces nouvelles contraintes, entre guillemets. Ces contraintes qui sont d'ailleurs tout à fait légitimes, hein, dans l'absolu. On va parler de quelques espèces. L'été dernier en Espagne, la simuli ou mouche noire gagnait du terrain et s'est mis à inquiéter les autorités à cause de ces piqûres douloureuses qui peuvent entraîner des infections dans certains cas. Oui, qui peuvent effectivement transmettre certaines maladies. Donc c'est une mouche qui pique, hein, piqûre douloureuse. Alors ça peut s'expliquer parce que la simuli, c'est une mouche qui a besoin, le développement larvaire, il est aquatique et on a quand même des saisons plus ou moins pluvieuses. Hein. Le réchauffement climatique favorise en fait les pluies. On l'a constaté cette année avec les inondations dans le Nord. Ça, c'est un impact direct lié au réchauffement climatique, parce que voilà, on a une condensation qui est plus élevée, une masse d'eau dans l'atmosphère qui est plus élevée, et donc des précipitations plus élevées. Et donc ça génère donc des rétentions d'eau qui sont favorables aux insectes, notamment aux moustiques et aux simuli. Donc ça peut s'expliquer par le réchauffement climatique. C'est pas que le seul facteur prépondérant, mais ça peut jouer énormément. Et c'est compliqué de gérer des insectes. On voit bien que la lutte contre les moustiques en France, on a déjà du mal. Le moustique tique, c'est une vraie problématique. Il y a des moyens, il y a un suivi entomologique assez sérieux, notamment par les ARS, Agences régionales de la santé. Mais à l'échelle d'un pays, sur un département, c'est déjà compliqué. À l'échelle d'un pays, la France, c'est compliqué. À l'échelle d'un continent, c'est encore plus dur. Donc c'est quand même très complexe. Hein. En 2021, c'est à Marseille cette fois-ci qu'a été identifié pour la première fois le frelon oriental, un prédateur d'abeilles. Voilà. Oui, un peu l'équivalent du frelon asiatique, hein, qui a tendance à prédater les abeilles, qui ont un rôle important dans la production de miel, premièrement, et puis dans la pollinisation des fleurs, des plantes à fleurs. C'est pas les seuls insectes qui pollinisent, mais elles jouent un grand rôle. Alors je pense aussi à nos apiculteurs qui prennent ça en pleine face, hein, parce que on a quand même une réduction de la production de miel en France qui est quasiment corrélée avec l'apparition de ces frelons. Hein. Oui, oui, forcément, hein, les abeilles sont stressées, elles sortent plus de la ruche, là il y a aussi une prédation importante. Donc c'est une vraie problématique. Donc on voit bien, hein, le frelon asiatique, on le gère, donc on détruit les nids, mais d'année en année, il gagne du terrain. Hein, il monte dans le nord, les départements sont de plus en plus touchés, donc c'est compliqué. Hein, donc nous, les professionnels du PCO, on détruit peut-être 15, 20, 30, 50%. Il n'y a pas d'observatoire là-dessus, compliqué. Mais gérer ces espèces-là au niveau d'un pays, c'est quand même compliqué. Donc le frelon oriental, il va remonter vers sur le couloir rhodanien, vers le Rhône. Il va s'émanciper, progresser au fur et à mesure des années, peut-être poser d'autres impacts pour nos abeilles. Je voulais aussi parler de certains animaux qu'on pourrait
à première vue pas soupçonnées d'être des espèces envahissantes. C'est pourtant le cas. Tu parlais du lapin en Oui, Australie, oui, mais il y a oui. aussi le crabe bleu Oui, ou bien sûr. l'écureuil gris Oui, en tout à Italie, fait. par exemple. Tout à fait. Il y a des espèces qui arrivent à bien s'acclimater et qui vont, en fait, voilà, on prend le cas de l'écureuil qui donc met une pression énorme sur l'écureuil, l'espèce autochtone, et qui a tendance un peu à régresser au profit de cette espèce-là. Et pourtant, Pour- c'est pas à première vue, on va pas se dire c'est. Oui, 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 c'est pas, oui, c'est, mais en fait, on déséquilibre un peu ce qu'on appelle l'équilibre écologique, hein. La biodiversité, c'est un équilibre un peu fragile. Donc, quand on introduit une espèce qui, au départ, ne vit pas sur un territoire, donc c'est compliqué. Donc, on a de nombreux exemples. Je vous ai raconté la ragondin, le lapin, mais on pourra en citer des dizaines, hein. Voilà. On peut parler aussi de la perruche en région parisienne. Il y a quelques perruches qui se sont échappées dans les fins d'années 70 de mémoire sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et puis on a pas mal de perruches effectivement sur la région parisienne qui ont un impact direct sur les populations de- d'une espèce connue, le monodomestique. Voilà. En fait, pour conclure, il faudrait mieux se préparer à toutes ces, parce qu'il y aura potentiellement d'autres sous-espèces ou espèces qui vont Oui, apparaître de nouveau. bah, il faudrait, pour bien faire, il faudrait introduire, à chaque fois qu'on introduit une espèce, les espèces qui le régulent, donc ses prédateurs. C'est parfois compliqué. Bien sûr. Ragondin, on va pas importer des pumas et des jaguars en Europe. Voilà. On le voit dans les zoos, mais pas en liberté. Effectivement. Bien, Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je te remercie, Adrien, C'est la c'était fin très de- agréable. Bah, je te remercie. Oui. C'est la fin de ce numéro. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de 3D-vous. En attendant, celui-ci sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Merci.